Alors, d'abord, deux, trois mots pour les personnes qui ne connaissent pas l'égalité des chances, la direction de l'égalité des chances au sein du ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, on est un service qui reste un petit service, même si nous sommes plus nombreux que la mission de Judith Klein. Donc, nous sommes 5, secrétariat compris. Et donc, on est un service qui dépend directement du secrétaire général du ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ce qui nous permet de travailler dans l'ensemble des compétences de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et on dépend évidemment de la ministre ou du ministre, selon les législatures, qui est en charge de l'égalité des chances. Alors, parmi nos différentes missions, on a évidemment la question de promouvoir l'égalité, mais l'égalité sous toutes ses formes, et de lutter contre l'ensemble des discriminations, donc les 19 critères de discrimination qui répondent aux directives européennes. Alors, les différents moyens que nous avons pour travailler sont notamment le subventionnement du secteur associatif, mais de manière non structurelle, c'est-à-dire le subventionnement de projets uniquement, et alors le développement et la mise en œuvre de projets, d'études ou de campagnes. Alors quand je vous parlais des compétences de la Fédération Wallonie-Bruxelles, un petit rappel puisque notre État est quand même assez compliqué. Donc ce sont l'enseignement, la culture, les médias et l'audiovisuel, la jeunesse, l'aide à la jeunesse et le sport, puisque depuis le 1er juillet, la promotion de la santé est devenue une compétence régionale. Alors d'abord un tout petit peu d'histoire peut-être pour recadrer quid de la question de l'égalité des filles et des garçons en Fédération Wallonie-Bruxelles. Est-ce que c'est un sujet tout neuf ou est-ce que c'est un sujet plutôt ancien? On peut dire que c'est un sujet quand même qui a une belle histoire derrière lui. En tout cas, j'ai pu remonter jusqu'en 1979, puisqu'en 1979, suite à l'initiative de la ministre Dupuis à l'époque, s'est créée une commission pour l'égalisation des chances des filles et des garçons dans l'enseignement. Donc cette commission a travaillé pendant 7 ans et était chargée donc de remettre spécifiquement des propositions à la ministre concernant toute mesure qui visait la préparation à une vie professionnelle offrant des chances égales aux garçons et aux filles, mais aussi tout moyen pédagogique qui devait être mis en œuvre pour éduquer une relation harmonieuse entre garçons et filles et entre hommes et femmes dans la vie tant scolaire que familiale, sociale, économique, culturelle et politique. Et cette commission a déjà remis 9 avis. Alors pourquoi je remonte jusque-là? Parce que pour vous montrer aussi que tous les sujets dont on parle aujourd'hui en matière d'égalité des filles et des garçons ne sont pas neufs. Ce sont des questions qui se posent déjà et on le voit depuis plus de 30 ans. Quand on voit les avis qui ont été remis par cette commission, on a la question de la mixité, de l'égalité garçons-filles à l'école. Cette question a été abordée par Judith Klein tout à l'heure. Donc ce n'est pas une question nouvelle. La question de la mixité dans les établissements d'enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles date du début des années 70. Mais déjà, fin des années 70, on se posait la question de savoir, oui, mais ok, maintenant on a mis filles et garçons dans les mêmes écoles, et puis qu'est-ce qui se passe? Évidemment, des avis ont été remis sur l'égalité d'accès à l'orientation et à la formation professionnelle, sur les structures de l'orientation pédagogique, sur l'éducation affective et sexuelle, alors sur la formation pratique à la vie quotidienne, sur la prolongation de la scolarité obligatoire, la diversification de l'orientation, l'organisation de la formation à horaires réduits, la formation des filles aux technologies nouvelles. Donc ce sont tous des thèmes qui sont discutés encore maintenant et auxquels on réfléchit visiblement depuis une trentaine d'années sans qu'il y ait d'évolution suffisamment sensible, en tout cas que pour qu'on arrête d'en parler. En 85, il y a eu une résolution au niveau de l'Union européenne. Dans le cadre de cette résolution, les différents ministres en charge de l'éducation ont défini un cadre d'orientation qui modélait une politique d'égalité des chances en matière d'éducation et dans laquelle on va retrouver toujours ces mêmes questions, les stéréotypes, la question de l'orientation, l'accès des filles aux nouvelles technologies. 10 ans plus tard, avec le programme d'action de Pékin, pareil, de nouveau, là, au niveau international, l'éducation et la formation des femmes va devenir un des 12 domaines stratégiques aux côtés de la santé, de la lutte contre la violence, des médias, de la pauvreté. Et puis en 99, en Fédération Wallonie-Bruxelles, alors la communauté française, a été remis un avis par le Conseil de l'éducation et de la formation sur l'égalité entre les filles et les garçons dans le système éducatif de la communauté française.
Et donc cet avis du Conseil d'éducation et de la formation avait été précédé d'une étude qui montrait qu'il y avait tant des différences quantitatives que des différences qualitatives au niveau de l'égalité des garçons et des filles. Et puis en janvier 2002, donc notamment dans la foulée en fait de la première convention française interministérielle sur l'égalité des filles et des garçons, des hommes et des femmes en France, 6 associations, dont Nadine Plateau est ici présente, avaient lancé un appel au gender mainstreaming dans le système éducatif auprès des ministres de l'enseignement et auprès du ministre en charge de l'égalité des chances en Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors voilà, moi j'ai commencé à diriger ce service en janvier 2001. Donc je peux dire qu'au niveau pratico-pratique, j'ai une connaissance assez approfondie de tout ce qui s'est passé depuis lors. Et j'ai comme qu'il y aurait l'impression que c'est vraiment à partir de ce moment-là, de cet appel au gender mainstreaming, qu'il y a eu un début d'actions concrètes qui ont été lancées, ou en tout cas approfondies, en Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc d'abord, déjà un peu avant cet appel au gender mainstreaming, avait été entamée, grâce à l'aide des financements européens, une grande étude sur les filles et les carrières scientifiques et techniques. Donc, comme je vous en ai parlé, c'était déjà une préoccupation de l'Union européenne et de toute une série d'acteurs, notamment économiques, de voir qu'on manquait de manière générale de scientifiques et qu'on avait là un fonds de jeunes filles et de jeunes femmes qui pouvaient potentiellement se lancer dans des carrières scientifiques de manière à pouvoir répondre justement aux demandes au niveau du marché de l'emploi. En 2000-2003, notre service a organisé un concours de dissertation sur les femmes dans l'histoire de l'ombre à la lumière, qui est assez anecdotique, mais qui nous a permis de recueillir à peu près 175 dissertations qui venaient d'un peu tous les types d'enseignements au niveau secondaire en Fédération Wallonie-Bruxelles, et qui nous montraient un peu comment garçons et filles de 16, 17, 18 ans voyaient l'égalité dans leur propre société. Et j'ai quelques souvenirs de quelques écrits des garçons et des filles de cette époque-là, et je vous assure que c'était pas piqué des vers. Alors en 2003, donc directement en réponse à l'appel au gender mainstreaming dans le système éducatif lancé par les associations, on a créé avec ces associations une publication qui s'appelait Ensemble, offrons un avenir à l'égalité, et qui était destinée à tous les enseignants et les futurs enseignants en Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est une petite publication qui faisait une trentaine de pages, qui reprenait des données statistiques chiffrées, donc qui reprenait à peu près en fait à peu près le même contenu d'ailleurs que le programme de formation français. Donc qui réfléchissait un peu sur les enjeux et les missions de l'école en matière d'égalité, et aussi avec une perspective de l'égalité des hommes et des femmes dans la société par la suite, et qui abordait la question des stéréotypes, évidemment en perspective avec l'orientation scolaire, et qui montrait quelques cas pratiques qui soulevaient quelques points d'études qui avaient été soulevés, notamment en matière d'interaction entre les enseignants et les élèves dans les classes. Donc on peut dire que c'était un début d'action concrète. Concrète, oui, mais malheureusement jamais structurelle. Alors à partir de 2005, on commençait à se mettre en place quelques actions structurelles, puisque là il y a eu une réforme un peu de la formation initiale des instituteurs et des régents, et donc les 15 heures qui étaient initialement consacrées à l'approche théorique de la diversité culturelle et qui étaient données en première année, ajoutées aux 24 heures en éducation à la diversité culturelle qui étaient données en deuxième année, ont été remplacées en fait par 30 heures d'approche théorique et pratique de la diversité culturelle et de la dimension de genre, qui devaient être données en première ou en deuxième année dans les hautes écoles section pédagogique, mais le choix de l'année était laissé au libre choix de l'établissement. Alors, en 2007, une évaluation a été réalisée, notamment par une équipe pilotée par Nadine Plateau, qui a montré à quel point
à quel point les formateurs, donc de futurs enseignants, d'abord n'avaient pas intégré qu'il y avait une réforme, puisque déjà en 2007, ils étaient, plus des 3/4 des formateurs n'étaient pas informés du fait que le cours avait changé. Et donc ça intégrait non seulement la diversité culturelle, mais aussi le genre. Et d'autre part, il manquait évidemment cruellement d'informations sur le genre, mais quand il parlait des questions d'inégalité homme-femme, c'était souvent chez les autres. Donc l'inégalité homme-femme, c'est dans les pays du Sud, c'est pas chez nous. Donc il manquait évidemment de savoir, de connaissances, et aussi d'outils et de ressources. De la même manière, à partir de 2006, donc l'année scolaire 2006-2007, l'Institut de formation en cours de carrière, donc, qui est en charge de la formation continuée interréseau des enseignants, des centres PMS et maintenant des chefs d'établissement et aussi de l'inspection scolaire, a intégré un cours d'éducation au genre et à la diversité sexuelle. Alors, on a demandé à l'IFC de nous faire un rapport un peu d'évaluation pour voir comment se passaient ces formations. Et nous a expliqué qu'en fait, il y avait peu d'inscriptions et qu'il y avait pas mal d'annulations qui avaient dû être faites dues au manque d'inscriptions. Alors, j'ai regardé ça un peu de plus près hier. Et j'ai vu que, donc, par exemple, pour les cours, les sessions il y avait 4 sessions qui avaient été organisées pour le fondamental ordinaire, le spécialisé et les centres PMS. Et en fait, 3 des 4 sessions ont dû être annulées faute d'inscription. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y avait 0 inscription, ça veut dire qu'il y en avait moins de 10. En fait, donc, ils estiment que le groupe est complet à partir de 20, et quand ils sont en dessous de 10, ils annulent parce qu'ils estiment qu'il y a trop peu d'inscrits. Et donc, ça veut dire qu'en fait, 3/4 des formations qui avaient été organisées ont dû être annulées, et qu'au total, il y a eu 20 inscrits pour cette année-là. Au niveau du secondaire ordinaire, spécialisé les centres PMS pour la même année, donc sur les 21 sessions qui avaient été organisées, 6 ont dû être annulées faute d'inscrits. Et donc, au total, il y a eu 272 inscrits qui ont pu participer à des cours. Ça ne veut pas dire pour ça qu'ils ont effectivement participé à la formation, parce que, on sait très bien qu'il y a toujours un peu de délestage au passage. Alors, au vu, évidemment, du peu d'intérêt des enseignants pour ces formations, en 2009-2010, des formations spécifiques en éducation au genre et à la diversité sexuelle organisées par l'IFC ont été annulées. Et donc, les objectifs de l'égalité et de la diversité structurelle ont été repris de manière transversale dans les objectifs complémentaires qui étaient donnés aux formateurs. Bon, alors, on a fait un peu de lobbying aussi auprès de l'IFC en expliquant que si on reprenait la question du genre uniquement de manière transversale, il était fort peu probable qu'in fine, elle ne soit pas reprise du tout. Et donc pas intégrée comme on le souhaiterait. Donc à partir de 2010, des formations ont été reprises. Et donc là, je vous ai mis ce qu'on trouve sur le programme cette année. Donc on a 14 sessions en fait qui sont intitulées « Comment favoriser l'égalité des filles et des garçons à l'école et mieux comprendre les questions de genre et la construction des identités sexuelles et sexuées ». Et donc ces formations sont données pour cette session par Magenta, qui est une association qui travaille sur les questions de genre et aussi beaucoup sur les questions d'orientation sexuelle. Et pour les 7 autres sessions, par Agence Monde, qui est une association que je ne connais pas du tout. Et alors, 4 autres sessions sont organisées sous l'intitulé « Promouvoir l'égalité des garçons et des filles à l'école, femmes et santé », qui sont en fait un colloque organisé par l'ULG sur la question... donc l'Université de Liège, fin septembre, et donc 4 sessions, parce que 4 jours de colloque. Voilà, donc ça c'est l'état de la situation, je dirais, en formation de manière structurelle en fédération Wallonie-Bruxelles sur les questions de genre. Bon, alors on peut se poser la question aussi, est-ce qu'en dehors de ça, on va vers des actions structurelles? Je dirais qu'en fait, tout le matériel est là et est vraiment prêt pour qu'on puisse, on puisse faire quelque chose de construit, de continu, je veux dire que ça soit un plan d'action vraiment approfondi ou autre chose, comme on veut l'appeler. Parce que déjà en septembre 2009,
Donc il y a un organe consultatif qui reprend l'ensemble des fonctionnaires de la fédération, des différents secteurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui est la coordination administrative pour l'égalité des chances, et qui a remis un avis sur l'égalisation des chances des filles et des garçons dans l'enseignement en communauté française, et qui ne reprend pas en fait un état des inégalités entre filles et garçons dans l'enseignement, mais qui vraiment propose déjà des pistes de réflexion et de solutions. Donc tout le matériel de base est déjà là. D'autre part, en 2008-2009, on a financé cette recherche qui visait à comprendre les inégalités entre les filles et les garçons à l'école, qui ont été réalisées ou par le secteur associatif ou par le secteur universitaire, et qui traitait aussi bien des inégalités entre filles et garçons dans l'enseignement matériel, dans l'orientation scolaire, dans l'impact des stéréotypes. Et donc, je dirais qu'à partir de ce moment-là, on a pu constater sur le terrain une plus large prise de conscience des questions d'inégalité garçons-filles à l'école. En tout cas, on le voit, nous, au sein de notre direction, dans les demandes d'outils qui sont mis à disposition des enseignants. Et puis, on a quand même poursuivi le travail sur la question de la formation initiale et continuée, puisque je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait vraiment constaté qu'il y avait un manque d'outils et de ressources à disposition. Et donc, en décembre 2009, on a mis en ligne la première version du module Filles-Garçons, une même école, qui avait été entamé, donc voilà, le travail pour le réaliser avait été entamé en 2007, par un tout petit groupe de personnes. Il y avait toujours Nadine qui participait, une enseignante de futurs enseignants, une équipe de l'enseignement à distance et de mon service. Et ce module a été actualisé en 2014, où il a été vraiment, où là on a mis une équipe beaucoup plus large pour travailler sur ce module de formation, qui vous sera présenté tout à l'heure. D'ailleurs, Marie-Colline va vous faire une présentation, Marie-Colline Leroy, qui est enseignante, va vous faire une présentation de la manière dont on peut utiliser cet outil. Et ma collègue Audrey Haine viendra cet après-midi vous faire une présentation de l'outil, de celui-là et d'autres outils aussi qu'on a mis en place. Et aussi en 2010, on a effectué une recherche sur la place des femmes dans les carrières académiques et scientifiques, qui est évidemment fortement liée à ces questions-là. Alors évidemment, des outils, donc des actions, on en a une flopée. Je veux dire, c'est vraiment pas ça qui montre. Donc là, je vous ai mis à peu près l'ensemble des outils pédagogiques qui sont aujourd'hui réédités, réimprimés sur les crédits de la direction de l'égalité des chances et mis gratuitement à la disposition des enseignants en version papier. Donc ils sont aussi évidemment disponibles en version internet, téléchargeable, mais je crois qu'on n'est pas encore dans le tout numérique, et quand on voit les commandes qui nous parviennent, je pense qu'il est encore important de pouvoir fournir des versions papier. Donc ces outils touchent aussi bien à la question de l'ensemble des discriminations, comme par exemple le DVD La discrimination c'est mal, ou les livrets Discrimination toi-même, que la lutte contre les stéréotypes sexistes qui sont véhiculés par les médias, que les différentes études qu'on a faites en matière d'égalité garçons-filles à l'école, la question des stéréotypes sexistes véhiculés par la littérature de jeunesse, la question de l'égalité entre garçons-filles dans l'enseignement maternel, la question de la violence dans les relations amoureuses des jeunes, la question des stéréotypes dans les manuels scolaires, la question de la place des femmes et des hommes dans l'histoire, la question des filles dans l'accès des filières aux carrières scientifiques. Donc voilà, c'est un large panel, et ici, il n'y a pas encore tous les outils qui sont faits par le secteur associatif ou universitaire, qui sont diffusés par ailleurs. Donc je dirais maintenant où on en est concrètement. On a un programme qui s'appelle Girls Day, Boys Day, et qui vise la sensibilisation des jeunes et aussi des enseignants sur la lutte contre les stéréotypes dans les choix d'orientation et de filière, qui est développé au niveau de la 2e et de la 3e secondaire, donc juste au moment où les jeunes doivent faire des choix d'orientation. Et donc ce programme Girls Day, Boys Day, Audrey vous en parlera un peu plus largement tout à l'heure,
mais consiste en fait à permettre aux jeunes de rencontrer des témoins atypiques pour leur sexe, donc par exemple une maçonne, une technicienne en ingénierie, un puériculteur, donc des témoins, des professionnels qui exercent des formations atypiques pour leur sexe. Et depuis, enfin aujourd'hui, cette année, par exemple, ça va être la 2e édition dans l'ensemble de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ça a été d'abord développé dans certaines provinces et puis dans l'ensemble des provinces wallonnes. Et maintenant, c'est vraiment dans tout le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et alors, il y a le module de formation initiale et continuée des enseignants qui a été actualisé et présenté au public en 2014. Donc, voilà, ces actions-ci, elles sont pas pérennes. Ça veut dire que le budget pour pouvoir les continuer va être limité, qu'aussi les ressources humaines va être limitées. Et donc on est comme des associations en attente des résultats de l'appel à projet du Fonds social européen pour voir si une demande de subvention vont être accordées. Alors, on peut se demander en fait si tout le travail qui a été réalisé aujourd'hui en matière, aujourd'hui et ces 15 dernières années, en matière d'égalité garçons-filles à l'école, est vraiment une priorité ou si c'est une question d'opportunité. Alors, c'est une analyse personnelle que je fais ici en tant qu'administration. Quand on regarde les textes en matière d'enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles, il n'y a aucun texte spécifique sur l'égalité garçons-filles. On va retrouver certaines allusions dans le décret mission, donc qui est le décret de 1997, qui organise vraiment les priorités et les missions de l'enseignement, dans 3 articles, pour 2 de manière très vague et pour 1 de manière plus précise. Donc l'article 6 qui va définir les objectifs de l'enseignement et qui retient notamment la confiance en soi, le développement de la personne, l'appropriation des savoirs et l'acquisition des compétences, le fait de devenir des citoyens responsables et l'émancipation sociale. Donc on peut se dire que ces différents objectifs sont évidemment des objectifs fondamentaux et nécessitent les questions d'égalité entre hommes et femmes et entre garçons et filles. L'article 8 va définir toute une série de paramètres pour atteindre ces objectifs. Et dans l'article 10, là, on a quelque chose de beaucoup plus précis, puisque celui-ci précise qu'il faut assurer un égal accès à toutes les formations aux filles et aux garçons. Donc égal accès, ce qui signifie que garçons et filles peuvent suivre des formations en puériculteur ou en maçonnerie ou autre. On verra que dans les faits, ce n'est pas toujours évident, puisqu'on a quand même quelques établissements scolaires qui refusent, par exemple, d'avoir des garçons dans certains types de formations pour des problèmes liés au corps, ce qui est évidemment strictement interdit par la loi, et dans ce cas-là, on intervient. Mais on voit par contre que c'est beaucoup plus une question d'opportunité. Par exemple, en 2004-2009, donc il faut savoir qu'en 2004-2009, la ministre qui avait en charge l'égalité des chances était aussi ministre de l'enseignement. Et donc dans ce cas-là, un programme d'action gouvernementale pour la promotion de l'égalité des femmes et des hommes, de l'interculturalité et de l'inclusion sociale a été mis en place. Et il y a un chapitre particulier qui est entièrement dédié à la promotion de l'égalité et la mixité des sexes dans l'enseignement obligatoire et supérieur. Donc on voit vraiment que si au niveau politique, on a une volonté ou une opportunité, ici le fait d'avoir à la fois une ministre égalité des chances et une ministre de l'enseignement, on a plus de chances de voir des politiques concrètes se développer. En 2009-2014, ce n'était plus le cas. On a eu d'autres opportunités dans d'autres secteurs, puisque la ministre de l'égalité des chances était aussi la ministre de l'audiovisuel et des médias. Mais là, on pouvait uniquement se rattacher à la déclaration politique communautaire qui citait plusieurs mesures spécifiques donc en matière d'égalité à l'école, notamment au niveau de la formation initiale et continuée, la lutte contre les stéréotypes. Et puis s'est mis en place un plan transversal de promotion de l'égalité, mais où on ne retrouvait pas d'axe spécifique filles-garçons à l'école. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer puisqu'on peut se dire que c'est une question, en tout cas à ce stade-ci, d'opportunité. Donc quand on regarde la nouvelle déclaration de politique communautaire, donc celle qui guide
la nouvelle législature qui s'est mise en place au mois de juillet, on voit que, de manière générale, la volonté de ce gouvernement est d'introduire les dimensions de genre dans tous les domaines relevant des compétences de la Fédération Wallonie-Bruxelles, d'adopter un plan de promotion de l'égalité qui va préciser le programme gouvernemental en matière de prévention et de lutte contre les discriminations, et aussi d'acquérir un esprit critique de déconstruction des stéréotypes à caractère sexiste, raciste et homophobe, en particulier via l'école. Alors, en particulier, qu'est-ce qu'on trouve spécifiquement? Donc, en fait, si vous lisez les 180 pages de la déclaration politique communautaire, ce que vous trouvez en matière d'égalité hommes-femmes dans l'enseignement, ce sont ces points-là, en particulier. Ça veut dire donc lutter contre tous les stéréotypes et les préjugés, donc mieux outiller les acteurs de l'enseignement et l'ensemble du monde associatif à la question de l'égalité, aux différences et à l'interculturalité, et les inciter à développer des projets de promotion de l'égalité, promouvoir la généralisation d'une éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, promouvoir l'inclusion dans l'offre de formation initiale et continue des enseignants de modules portant sur les questions de genre, de nouveau avec la promotion de l'interculturalité et la gestion de la diversité culturelle, et veiller à l'utilisation de manuels scolaires dépourvus de stéréotypes. Donc on voit ici aussi qu'il n'y a pas... que quand on parle des questions d'égalité hommes-femmes, bon, d'abord il n'y a pas le mot genre, donc il faut croire qu'il y a eu un petit effet français qui s'est répercuté sur nos politiques, et que les questions d'égalité sont toujours liées aux questions de diversité et de multiculturalité. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a une nouveauté, au cas où ça aurait échappé à certains, c'est que en Fédération Wallonie-Bruxelles et en Wallonie, les ministres ont une nouvelle compétence qui n'existait pas lors des législatures précédentes, c'est-à-dire qu'a été créé un ministère des droits des femmes. Donc c'est la ministre Simonis qui est en charge de l'égalité des chances, qui est également en charge des droits des femmes, et c'est le ministre, j'ai un petit trou, en région wallonne, donc il y a aussi le ministre en charge, Maxime Prévost, qui est aussi en charge du droit des femmes. Et donc on va retrouver dans les déclarations politiques communautaires respectives un chapitre spécifique sur la promotion des droits des femmes et l'égalité entre les sexes. Et donc là, de nouveau, ici, avec la volonté d'implémenter donc le gender mainstreaming dans l'ensemble des compétences de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, vous ne savez peut-être pas, mais depuis 2007, au niveau fédéral, a été adoptée une loi sur le gender mainstreaming. Et en fait, cette loi a été aussi adoptée sous forme de décret l'année dernière au niveau de la région wallonne et au niveau de la COCOF, qui vient une espèce de copier-coller en fait, de la loi fédérale au niveau régional et communautaire. Donc la prochaine étape sera en Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc la sensibilisation des élèves aux stéréotypes de genre qui sont associés aux filières d'études. Encourager aussi la participation des femmes et des hommes au sein des secteurs d'activité où elles sont sous-représentées, et encourager des plans de promotion au niveau des établissements d'enseignement supérieur. Voilà, donc ici ce sont donc les engagements qui ont été pris par notre gouvernement pour cette prochaine législature. Donc, comme je vous le disais, si on regarde un peu plus près, on voit que l'égalité est souvent liée aux questions de la diversité, ce qui est quelque chose de positif en soi. Il suffira de veiller à ce qu'elle ne soit pas noyée aussi dans la question de la diversité et qu'elle en devienne quelque chose de transversal et qu'elle perde toute sa visibilité et toute son importance. On voit aussi qu'il y a une volonté d'instaurer de gender mainstreaming. On peut se dire qu'il y aura peut-être aussi la volonté d'instaurer du gender budgeting, et ce sont des choses qui vont nous permettre aussi d'ouvrir des pistes. Et un plan de promotion de l'égalité est en train de se rédiger. Donc on va voir, en tout cas nous au niveau de la direction de l'égalité des chances, on va y participer, donc on y participe déjà d'ailleurs. Donc on va essayer de pouvoir implémenter
dans la continuité de ce qu'on a déjà fait, évidemment, et ça, et certainement, et là je pense que c'est une bonne ouverture. Donc, ce ministère des droits des femmes qui nous permettra peut-être d'avoir des actions non seulement structurées, mais aussi structurelles et pérennes. Voilà, merci beaucoup.